L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Khenissa, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et surtout ça, Haïdkoum Barak. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Donc à Gaza, l'horreur n'a plus aucune limite. L'entité sioniste bombarde, tire et tue à tout bout de champ. Personne n'est épargné. Bébés, enfants, femmes, travailleurs humanitaires des camps de réfugiés sont directement ciblés, faisant plusieurs centaines de martyrs depuis le 18 mars. Exactement 3000 blessés, 1300 martyrs. Alors, un Premier ministre, un gouvernement sioniste renforcé par son impunité, quelque part, Monsieur Khenissa? Impunité et immunité, donc faut-il le rappeler. Et je pense qu'il faut revenir un peu sur la genèse du mal. Netanyahou, comme Premier ministre, effectivement, celui qui a préféré sa carrière politique à la paix, celui qui a préféré aussi son gouvernement extrémiste, mais surtout messianique, hein, faut-il le rappeler, à son propre peuple, celui aussi qui a finalement préféré gagner du temps, puisque aujourd'hui c'est ça dont il est question, c'est l'extra time, pour la bonne et simple raison que tout cela est intimement lié à sa carrière, parce que vous savez, si demain on est amené à avoir un cessez-le-feu permanent, c'est le retour des déboires judiciaires déjà présentes, hein, déjà pesantes, mais surtout aussi devoir aller vers rendre des comptes, la dissolution du gouvernement, des élections anticipées bien évidemment, mais surtout aussi un isolement, puisque vous savez, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup à perdre, et c'est pourquoi aujourd'hui il se terre de ce que j'ai qualifié cette dystopie diplomatique, à savoir cette chimère dans laquelle seul lui et son gouvernement d'extrême droite messianique croient, notamment cette notion de la victoire totale, qui est finalement une victoire, la victoire est abstraite, une notion abstraite, et là je vais paraphraser par exemple un de ces généraux génocidaires qui, pour une fois peut-être a divergé, parce que les forces armées, notamment israéliennes, commencent un peu à comprendre le jeu pernicieux de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il disait ce général? Les soldats font la guerre, ce sont les politiques qui décident à quel moment nous avons gagné. Donc c'est tout là, en fait, où ça prend sens, dans lequel Netanyahou, effectivement, avec son impunité notamment avec un cautionnement indéfectible de certains pays, mais surtout aussi, je dirais, le mutisme, la passivité, notamment de la communauté internationale. On pourra en parler par la suite dans le détail. Tout à fait. Monsieur Khenissa, ce qui diffère peut-être un peu cette fois depuis le 18 mars que les opérations ou que cette extermination a repris dans l'ensemble de la bande de Gaza, Rafah qui est entièrement rasée, c'est que aujourd'hui le gouvernement sioniste ne s'en cache plus, c'est une extermination, c'est une épuration ethnique qui est même revendiquée. Qu'est-ce qui a fait qu'on assiste à ce changement ? D'abord, le projet ne date pas d'hier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y a un projet d'extermination aujourd'hui. C'est juste que le 7 octobre a été un levier facilitateur et surtout un boulevard pour un Netanyahou qui était déjà dans une alliance, je dirais, contre nature, puisque lui-même n'est pas un religieux. C'est qu'il a trouvé une brèche, il a trouvé un levier politique pour justement asseoir, mais surtout aussi accroître son pouvoir en tant que Premier ministre, avec par extension ce soutien notamment des membres de gouvernement très extrémistes et voire même terroristes. Et ce qui explique aujourd'hui que le post-7 octobre a été effectivement un point de déclenchement dans lequel Netanyahou s'est inscrit dans ce sillage pour pouvoir finalement avancer à grands pas sur ce fameux projet Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quoi? C'est le grand projet du Grand Orient, donc de Grand Israël. Donc c'est fondamental pour lui, en tout cas et ses croyances avec son gouvernement, d'aller exterminer non pas un peuple, mais exterminer la question palestinienne. Et c'est là où le bas blesse, c'est là au fait où ça prend sens, notamment à travers ce jusqu'au boutiste, hein, notamment et surtout même parfois suicidaire, puisque je disais tout à l'heure, il se met à dos de son propre peuple. Il n'y a pas un jour. Au quotidien, nous avons des manifestations de la rue israélienne pour clamer d'abord son départ, pour le déboulonner, notamment de son siège, mais surtout aussi pour demander des comptes et libérer des otages, mais surtout un cessez-le-feu. J'ai vu ce matin Bibi Escobar dans les pancartes, c'est pour vous dire qu'effectivement, quelle opinion ils ont de ce monsieur qui sait que ses jours sont comptés, mais pour autant, il essaye de monter dans les sondages, il essaye de monter dans sa cote de popularité à travers ce qu'il qualifie de
force de dissuasion en tuant des civils. Non, monsieur, c'est pas ça la force de dissuasion. Alors justement, vous venez de le dire, Monsieur Renissa, c'est donc aujourd'hui un Premier ministre qui s'appuie sur une extrême droite terroriste, d'anciens partis terroristes qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont donc tous les moyens pour aller au bout de cette extermination. On le disait, il ne s'en cache plus. L'objectif est de changer toute la carte du Moyen-Orient. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque part ça devrait être une alerte pour notamment les pays du Moyen-Orient? Je pense que les pays du Moyen-Orient, et d'ailleurs même la communauté internationale dans sa globalité, comprend l'enjeu, puisque ce projet, encore une fois, ne date pas d'hier. Le Grand Israël, la reconfiguration de la carte du Moyen-Orient, d'ailleurs ça a été évoqué par Netanyahou lui-même, qui disait d'ailleurs, se vanter de dire que nous avons réussi. Donc, nous avons réussi partiellement, puisqu'il reste encore pas mal de jalons, en tout cas dans leur feuille de route pernicieuse, à savoir comment d'abord asseoir une hégémonie, un pouvoir, puisque, vous savez, pour le monde occidental, et c'est là aussi peut-être qui peut expliquer ce mutisme, et surtout ce cautionnement parfois passif, parfois volontaire, parfois involontaire, vis-à-vis de l'Israël, c'est que, d'abord, il y a cette rente mémorielle, notamment sur la Shoah, puisque ça devient un fonds de commerce pour pouvoir justement légitimer et de même marcher sur les cadavres de tout un peuple pour pouvoir rattraper ou réajuster l'histoire d'après eux qui était injuste. Et surtout aussi après derrière, c'est le fait que l'Occident voit en Israël, entre parenthèses je dis bien, la seule démocratie au Moyen-Orient qui est entourée de pays hostiles. Et c'est pourquoi il y a ce soutien aveugle parfois, passif, mais sûr qu'aujourd'hui, les masques tombent, puisqu'on est en train de évoquer un génocide méthodique, structuré, caractérisé, non pas contre des résistants, mais contre toute une population, femmes et enfants inclus. D'ailleurs aujourd'hui, on approche les 51 000 victimes martyrs, dont quasiment grande majorité sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un projet connu depuis des décennies. Aujourd'hui, encore une fois, il a été peut-être catapulté, il a été boosté par, encore une fois, une idéologie, une doctrine très extrémiste. Vous savez, moi, je prends là récemment l'ambassadeur de l'entité sioniste en Autriche, qui, son insu a été filmé dans un dîner, où qui disait je vais jouer au golf à Gaza, que vous le vouliez ou non. Ça veut dire qu'il y a ces gens sont hors sol, ces gens sont complètement, ils ont déshumanisé la cause palestinienne, ils ont déshumanisé des humains, tout un peuple, et c'est pourquoi aujourd'hui on assiste avec des images, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'ère de l'époque où il n'y avait pas effectivement de couverture médiatique, ou à l'ère où il n'y avait pas de télé. Aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui les médias couvrent effectivement ce génocide méthodique, et pour autant, encore une fois, il y a la communauté internationale est aphone, elle est dans un mutisme, encore une fois, et dont l'histoire retiendra effectivement cette position. Justement, ce mutisme, ce silence assourdissant, c'est aujourd'hui peut-être ce qui est le plus effrayant. Vous l'avez dit, on voit des images des gens ou des martyrs qui sont carrément éjectés dans le ciel, qui parfois des dépouilles donc dans des fosses communes. Nous avons vu la dernière histoire de l'aide civile, où des ambulanciers qui ont été tués sauvagement, de tous ces bombardements auxquels on assiste au quotidien, donc depuis plus d'un an, 1 an et demi pratiquement. Ce mutisme, qu'est-ce qu'il explique, Monsieur Renissa? Comment sommes-nous arrivés ici à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où on peut tout voir, tout savoir? Alors il faut faire le distinguo, moi, à chaque fois je le rappelle, c'est très important. Il faut faire le distinguo entre l'opinion internationale, à savoir les sociétés civiles respectives, les peuples, tout à fait, et les gouvernements et les États. Pour la bonne et simple raison que quand on parle de la question palestinienne, c'est pas seulement une question politique, une question diplomatique, une question géopolitique. C'est une question humaniste et humanitaire avant toute chose, puisqu'on est en train de parler d'un peuple opprimé, oppressé, qui n'a rien demandé, et que du jour au lendemain, on lui a dit faites votre valise et sortez. Autrement, vous allez être exterminés. Donc vous voyez bien que les peuples, finalement, convergent sur cette question. Et on peut le prouver, ne serait-ce qu'avec les lignes qui ont bougé. Il y a certains États, notamment occidentaux, qui ont
fait bouger leur ligne, notamment, et leur doctrine sur la question israélienne, par extension, par volonté justement de leur propre peuple. C'est pour dire qu'effectivement, et d'ailleurs c'est aussi l'une des victoires de la cause palestinienne et aujourd'hui post-7 octobre, c'est que Israël s'est isolé de plus en plus, l'entité sioniste s'est isolée de plus en plus, dans le sens où effectivement, il y a je dirais, les masques d'abord qui sont tombés, mais surtout aussi cette volonté délibérée des gouvernants israéliens à vouloir exterminer des humains. Et ça, c'est très important de le dire. Et puis, vous avez après derrière les gouvernements et les États, effectivement, qui, bien évidemment, dans une équation d'intérêts parfois, direct ou indirect, des alliances, des partenariats, font qu'effectivement, ils ferment les yeux ou ils regardent ailleurs. Maintenant, quand on parle de la communauté internationale, on parle de notamment les Nations Unies, on parle du Conseil de sécurité, on parle de l'ONU, on parle des résolutions, les moultes résolutions qui ont été émises justement défavorablement à l'entité sioniste, sauf qu'aujourd'hui il reste, je dirais, théorisé et non pas dans la pratique implémenté. Et pour cause, puisqu'encore une fois, là aussi on peut parler des lobbies juifs, hein, c'est pas une honte de le dire, c'est une réalité, une triste réalité, qui fait qu'aujourd'hui ils ont des leviers de pression. À chaque État ses spécificités, c'est au cas par cas, mais qu'ils arrivent au fait à faire converger, y compris aujourd'hui à travers un projet qui retiendra, encore une fois qui marquera l'histoire, qui est à savoir un projet génocidaire au vu et au su de tout le monde. Justement, les Nations Unies, vous venez d'en parler, Monsieur Khenissa, on a vu l'Algérie, qui est donc membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a demandé donc ou a convoqué plusieurs réunions depuis le début de ce génocide et particulièrement ces derniers temps avec l'assassinat donc de travailleurs civils. Nous avons vu les différentes interventions de notre ambassadeur aux Nations Unies, Monsieur Benjamin, une position immuable qui ne change pas et qui quand même réussit à arracher des victoires à la cause palestinienne. Vous savez, je veux dire une chose, l'Algérie, sa doctrine diplomatique, elle est basée, ses fondations en tout cas, c'est des fondations de la déclaration de novembre 1954. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement c'est l'émanation, c'est les principes, c'est les idéaux effectivement que l'Algérie défend. Et donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui elle se tient au même titre que d'ailleurs la cause palestinienne et d'autres causes nobles et justes qui méritent le soutien, tout le soutien non pas que de l'Algérie mais de l'humanité. C'est ça dont il est question. Lutter et se battre pour l'indépendance d'un peuple, c'est une responsabilité de tous. Je dis bien de tous. Et l'Algérie veut être du bon côté de l'histoire. L'Algérie, encore une fois, fidèle à ses principes, à ses idéaux, veut qu'aujourd'hui, effectivement, la cause palestinienne ne soit pas reléguée au second plan, puisqu'effectivement, par pression internationale et par aussi cannibalisation, notamment de la cause palestinienne par cette entité sioniste, au-delà de la déshumanisation, c'est qu'aussi ils ont voulu effectivement effacer cette question et même la retirer de l'agenda des Nations Unies, pour vous dire. Donc l'Algérie n'a cessé, et puis surtout au lendemain de son élection plébiscite au Conseil de sécurité, d'ailleurs le président de la République Abdelmadjid Tebboune a clairement dit dans sa déclaration que je qualifiais de plaidoyer, comme feuille de route à Guterres, pour lui dire que l'Algérie ne fera pas de figuration. L'Algérie sera dans l'action. Et c'est pourquoi l'Algérie aujourd'hui œuvre ardemment dans ce sens, et on pourra peut-être en parler plus dans le détail dans le prochainement. Tout à fait, exactement. Nous reviendrons plus en détail sur le système de l'ONU, la Ligue arabe, la CPI dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Khenissa, nous avons parlé donc aujourd'hui de l'ONU. Depuis le début du génocide, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs résolutions. Il y a certes eu certains pays qui ont fini par reconnaître la Palestine, l'État palestinien, mais la plupart des résolutions ont été bloquées, gelées, n'ont pas été appliquées. Le veto les a bloquées par moment. Donc quand on voit tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas se poser aujourd'hui la question sur la viabilité de ce système des Nations Unies? Viabilité peut-être, mais légitimité, mais surtout aussi efficacité. C'est qu'on se pose des questions, on s'interroge sur finalement, je dirais, le leitmotiv, sur la raison même de l'existence de cette structure. C'est une structure qui est quand même censée garantir la paix, garantir aussi la stabilité, mais surtout aussi garantir les droits les plus fondamentaux des peuples du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, les frontières s'arrêtent à la Palestine. Les frontières de cette structure s'arrêtent à la Palestine pour la bonne et simple raison, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des leviers de pression
phénoménaux, il faut le rappeler, mais surtout aussi qu'il y a une certaine cacophonie au sein même de la scène internationale et des Nations Unies. Il y a aussi un autre point et un élément majeur qui est la structure elle-même, organique des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité. La réforme du Conseil de sécurité aujourd'hui me paraît plus que indispensable, elle est nécessaire, elle est vitale. Il en va de l'existence et de la légitimité et de la crédibilité de cette structure. Puisque, vous savez, beaucoup de peuples, beaucoup de pays ne voient pas dans cette structure une certaine légitimité ou certains leviers comme il fut un temps peut-être par le passé. C'est une structure qui s'est construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je reviens sur cette question de représentativité. Quand on parle de cette structure, on parle aussi de réformes, mais réformes structurelles, des réformes intelligentes. Et d'ailleurs, l'Algérie a appelé de ses voeux, notamment le président de la République, qui est conscient qu'effectivement, nous ne pouvons pas faire du neuf avec du vieux. Nous ne pouvons pas être au rendez-vous de l'histoire si nous avons une structure qui est finalement marginalisée, qui est même insultée, puisque je rappelle que Netanyahou lui-même, c'est dans une provocation historique, à insulter cette structure, à insulter la CPI, à insulter toutes les structures internationales qui sont censées justement défendre et garantir le droit et que le droit soit au-dessus de tout le monde. Donc cette réforme, effectivement, c'est aussi la représentativité. Parlons-en, vous avez évoqué tout à l'heure à juste titre le veto, ce que j'ai qualifié de vétoisation de la démocratie. Ce principe de vétoisation fait qu'aujourd'hui, nous avons des décisions injustes, des décisions inéquitables, des décisions parfois même irresponsables, puisque quand on parle des résolutions et de l'application des résolutions pour la Palestine, on est en train de juste donner un blanc-seing, on est en train de donner un cautionnement, on est en train de donner effectivement une certaine duplicité internationale à cette question, en laissant justement un génocidaire jusqu'au boutiste suicidaire qui est Netanyahou, soutenu par un gouvernement terroriste et extrémiste et messianique. Donc il est question aujourd'hui d'histoire, d'être du bon côté de l'histoire, et c'est pour ça que l'Algérie se pose cette question, se pose aussi cette volonté collective, puisque une seule main n'applaudit pas comme on dit. Donc il y a véritablement un cas de conscience qu'il faudra déterminer, il faudra provoquer pour qu'il y ait cette reprise en main, notamment de cette instance. Représentativité par exemple par rapport aux pays africains, il n'est pas normal qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas de représentation permanente, sachant que comme j'expliquais tout à l'heure, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette création de cette structure dans un contexte dans lequel effectivement l'Afrique n'était pas indépendante, l'Afrique était colonisée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc j'aime croire et je défends de tout mon cœur effectivement que l'Algérie demain puisse avoir légitimement, avec une légitimité internationale, pourquoi pas un siège permanent pour pouvoir défendre et donner le là effectivement à une structure qui se territ, qui se perd, qui est en perdition, mais surtout aussi qui est affaiblie aujourd'hui, qui est décrédibilisée aux yeux même de l'opinion internationale, à savoir les sociétés civiles. Autre structure qui est remise en question aujourd'hui, c'est la Ligue arabe. Plus que jamais, aujourd'hui, la structure est décriée. Plusieurs questions donc sont posées aujourd'hui quant à son pouvoir, quant à son existence carrément. Là aussi, c'est une structure qui doit être complètement revue, Monsieur Khenissa. Complètement revue, mais repensée, puisqu'il faut avoir des fondations saines. Donc il faut refonder, il faut reconfigurer. Mais pour reconfigurer, c'est dans une intelligence collective, mais surtout aussi dans un élan collectif, dans une responsabilité collective. Il est très important de le souligner. Et là aussi, pareil, j'aimerais bien faire le distinguo entre la Ligue arabe, donc représentée par des États arabes, qui est finalement, avec le temps, devenue une coquille vide. Faut dire les choses clairement. Je pense que la position de l'Algérie récemment est une position claire, mais surtout responsable. C'est une position responsable dans le sens où le président de la République n'a pas voulu être un vecteur de déstabilisation ou de division. Donc, il a émis effectivement la pensée de l'Algérie d'une manière très franche et très sincère. Je pense qu'il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais quand je fais le distinguo, c'est aussi avec les peuples arabes. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années en arrière, avec l'Observatoire, d'avoir organisé un événement historique qui regroupait toutes les sociétés civiles arabes, notamment à Oran. Et ce que nous avons retenu à l'époque, c'est qu'effectivement, la cause palestinienne, comme toutes les causes justes, humanitaires, font converger les peuples, rassemblent les peuples, unifient les peuples,
créer une fusion, une symbiose notamment citoyenne pour défendre les intérêts. Donc on était tous sur la même droite ligne, à savoir défendre la cause palestinienne. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, et je prends pour preuve aujourd'hui un événement qui se produit en Ouzbékistan, à savoir le Tashkent. À Tashkent, il y a justement ce Parlement arabe, Les parlements arabes. et dans lequel il y a cette convergence, je dirais, automatique et mécanique sur la question palestinienne. Il y a des résolutions qui ont été émises, notamment dans le sens effectivement de d'abord combattre l'impunité et l'immunité de l'entité sioniste, mais surtout aussi de défendre la cause palestinienne. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que cette diplomatie parlementaire arabe, c'est l'extraction, c'est l'émanation des peuples arabes, puisqu'ils représentent respectivement dans leur peuple, dans leur pays, les peuples notamment. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a peut-être un travail complémentaire, un levier significatif, à savoir les parlements arabes qui peuvent peut-être donner le là et surtout aussi créer un rééquilibrage, le temps qu'effectivement que se mette en place un processus de reconfiguration et de réforme de la Ligue arabe pour qu'elle devienne véritablement un espace géopolitique, un espace, un contrepoids géosécuritaire, mais surtout aussi un contrepoids sur la table des décisionnaires, notamment dans le monde, et qu'elle puisse effectivement défendre à bras-le-corps la cause palestinienne et d'autres causes d'ailleurs, à savoir l'essor, le développement des peuples arabes. Tout à fait. Alors, peut-être, Monsieur Renissa, pire que les structures, cette fois-ci, ce qui se passe en Palestine, ce génocide qui perdure donc depuis le 7 octobre ou le 8 octobre 2023 à Gaza et même en Cisjordanie occupée. Et également, il ne faut pas oublier ce qui se passe en ce moment à Jenin, à Tol-Karam et dans d'autres camps, donc en Cisjordanie occupée. C'est tout le droit international, tous les fondements du droit international qui sont remis en question. Non seulement remis en question, mais qui sont bafoués. Qui sont bafoués dans la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, Netanyahou a démontré qu'effectivement, il se pense être au-dessus des lois, au-dessus du droit international, au-dessus même des principes les plus simples humanistes. Et en roue libre, bien évidemment, il essaye effectivement d'arriver au bout de son projet, au bout du projet notamment, puisqu'il est question d'arracher des dividendes politiques et géopolitiques. J'ai expliqué tout à l'heure, il essaye de restaurer son image sur les cadavres des martyrs. Enfin, c'est frontal, attention, c'est très cru. Et je pense que à travers ce processus, bien évidemment, le Conseil de sécurité, qui est censé être cette caisse de résonance des peuples opprimés, mais surtout des peuples faibles, ne fait pas son travail. Quand je vois l'Algérie, effectivement, qui appelle de ses voeux, qui en hyperactivisme diplomatique au sein du Conseil de sécurité, elle a appelé d'ailleurs à maintes reprises des réunions d'urgence, c'est aussi pour mettre ce Conseil de sécurité en face de ses responsabilités, au fait accompli, au pied du mur, entre parenthèses. L'Algérie aujourd'hui s'attelle ardemment à monter un dossier pénal, un dossier aussi dans lequel l'histoire retiendra qu'effectivement l'Algérie, comme d'autres pays, comme l'Afrique du Sud et autres, ont su justement essayer de contrecarrer ce projet notamment, et surtout aussi essayer de sauver ce qui est encore à sauver, notamment au sein de ce Conseil de sécurité. Mais encore une fois, je vous le dis, la réforme se fera avec le temps, sauf que ce temps, il est précieux, ce temps, la population gazaoui et palestinienne ne l'ont pas, et c'est une course contre la montre dans laquelle on a besoin effectivement parfois de taper du poing sur la table, mais surtout aussi de cesser ces exactions, ces massacres notamment au quotidien, et surtout aussi imposer une structure, imposer une réflexion, imposer une action à ce Netanyahou, encore une fois, qui, de mon point de vue, ses jours sont comptés. Donc un droit international complètement bafoué, écrasé, mis de côté par l'entité sioniste. La CPI, on a vu qu'il a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou, mais qui échappe quand même à ce mandat d'arrêt international. On a vu, il a pu se rendre en Hongrie, la Hongrie qui a annoncé donc sans retrait de la Cour pénale internationale. Finalement, il y a toujours des mécanismes pour pouvoir fuir ce droit. Alors, l'étau se resserre. L'étau se resserre sur lui, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, il suffit que demain, son gouvernement est dissous, qu'il ait démis de ses fonctions,
que ça sera quelqu'un qui sera isolé, parce que je pense que la majorité de l'opinion nationale israélienne ne le soutient plus, y compris l'opposition, y compris même les soutiens historiques politiques. Donc c'est quelqu'un qui sera en face de ses responsabilités, en face, qui doit assumer notamment y rendre des comptes, et y compris effectivement la CPI. Il se targue de voyager en Hongrie pour effectivement comme un pied de nez pour la CPI, mais c'est un pied de nez envers l'histoire, c'est un pied de nez envers le droit international, c'est un pied de nez envers des assassinats, notamment au quotidien. Donc il faut rappeler cette notion. Mais au-delà de ça, vous avez évoqué la Hongrie, effectivement, c'était pas une surprise d'Orban, de la part d'Orban, qui est lui-même un extrémiste, effectivement, mais qui aussi, attention, il faut nuancer, une sortie de la CPI, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est plusieurs années, notamment de processus. Donc aujourd'hui, Orban est comptable notamment de cette action irresponsable, à savoir accepter et accueillir un génocidaire, un criminel de guerre. Ceci étant, il me semble qu'effectivement, c'est quelqu'un qui le veuille ou non, aura à raser les murs dans le futur proche et aura effectivement à être isolé malgré lui, effectivement, parce que la CPI ne daignera pas, même si effectivement elle n'a pas de pouvoir direct, mais en tout cas elle a un pouvoir de dissuasion à travers ces pays signataires notamment, qui ont signé au-delà de cette signature, c'est aussi un acte de responsabilité sur lequel ils vont devoir s'atteler, mais surtout devoir se conformer. Alors peut-être une dernière question, Monsieur Khenissa. Aujourd'hui, les pays donc, qui font de la médiation essayent justement de relancer cette médiation pour aller vers un cessez-le-feu permanent revendiqué par le Hamas et par plusieurs pays également, dont l'Algérie. Donc la fin de ce génocide à Gaza, est-ce qu'on doit s'attendre justement à un retour des négociations? Écoutez, je suis pragmatique, mais pour autant je ne suis pas pessimiste. Donc j'aime croire, et effectivement, qu'il y a peut-être la faiblesse de croire qu'on aura une relance de négociation, mais cette relance ne se fera qu'à travers des injonctions. Nous ne parlons plus de médiation. Quand on parle de quelqu'un qui tue impunément et au quotidien des civils et des enfants, un bain de sang au quotidien, en plus image à l'appui, nous ne pouvons plus parler de médiation. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une optique de négociation ou de médiation, bien au contraire. Il se pense, encore une fois, dans cette victoire totale, être en position de force pour pouvoir exiger et imposer sa vision, à savoir, élément d'ailleurs de divergence, qui est celui de le désarmement des factions de résistance. Vous savez ce que ça veut dire, ça, dans le langage militaire? C'est effectivement écraser la cause palestinienne, mais surtout aussi occuper, je dirais, recoloniser les territoires palestiniens. Donc, dans sa démarche, il est dans une indexation, dans une annexion de la cause palestinienne pour l'occulter, mais surtout aussi pour la détruire et l'anéantir, y compris son peuple et son existence et son identité. Donc je pense qu'il est aujourd'hui question de parler d'injonction de pays alliés, soutien indéfectible d'Israël, qui pourrait peut-être dans un élan de raison et de sagesse revenir ne serait-ce qu'aux principes les plus fondamentaux, à savoir les principes humanistes. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement terroriste prêt à tout pour se maintenir, pour éviter donc de rendre des comptes à l'histoire? Rendre des comptes, mais surtout aussi être responsable en face de leur propre peuple, puisque, encore une fois, vous savez, dans l'histoire des civilisations, jamais les gouvernants n'ont gagné face à leur peuple. Aujourd'hui, il y a une pression phénoménale de la rue israélienne, on peut le voir rapidement et aisément. Et je pense qu'aujourd'hui, cette pression qui va s'accroître, cette pression significative déjà, va avoir le dernier mot. Donc Netanyahou, encore une fois, vit ces derniers jours, il le sait pertinemment, il essaye de gratter des dividendes, notamment sur l'aspect sécuritaire, il essaye encore une fois de faire croire qu'effectivement il veut le rayonnement, mais surtout aussi la dissuasion d'Israël dans la région, l'entité sioniste, mais il n'en est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est qu'au contraire, il est en train d'isoler l'entité sioniste. Vous savez, quand on parle de reconstruction de Gaza, il est question aussi de reconstruction de l'entité sioniste, avec des pertes économiques phénoménales, avec une division jamais rencontrée de l'histoire de l'entité sioniste, avec un isolement. Vous savez que beaucoup des responsables politiques, que ce soit de l'opposition et même de soutien de Netanyahou, lui reprochent le fait que jamais de l'histoire de l'entité sioniste a été isolée, a été montrée du doigt, mais surtout aussi a été
je dirais, criminalisé dans le sens vraiment véritable du mot. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, plusieurs pays ont fini par reconnaître la cause palestinienne, ont fini par reconnaître la Palestine elle-même et défendent aujourd'hui son adhésion pleine et entière au sein de l'ONU. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas vain. Malheureusement, aujourd'hui, le sang palestinien coule, un sang précieux, le sang des martyrs, sauf que je pense que leur martyr n'est pas vain. Leur martyr peut-être aujourd'hui permettra effectivement d'avancer à grands pas, mais surtout aussi de continuer à défendre avec une responsabilité collective, à savoir que ce soit l'Algérie et d'autres peuples et d'autres pays, qu'ils soient arabes, musulmans ou même autres, puisqu'il est question d'humanité. Et je pense que la cause palestinienne triomphera et la Palestine sera indépendante. Merci Monsieur Renissa, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Badis Renissa, analyste politique, politologue, spécialiste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée, à demain. L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.